Rouge, noir, orange, grise, blanche, verte ou bleue. Pour se dépayser, il n'est pas toujours nécessaire d'imaginer des mondes parallèles. Il suffit parfois de se poser là et de se demander à quoi cet endroit ressemblait il y a 1 mois, 10, 100, 1000 ou 100 000 ans. Et pour initier ce voyage dans le temps, qui va survoler les dizaines de paysages enfouis dans le passé, commençons par plonger aussi loin que l'on puisse remonter il y a 4,53 milliards d'années. Bienvenue à l'AD1. Si vous sortiez d'une hypothétique machine à remonter le temps dans cette vision de cauchemar, le premier truc que vous feriez serait sûrement de remonter dardard dedans. Car notre planète, qui vient alors à peine de se former, n'est encore qu'une boule de roche liquide entièrement recouverte d'un unique océan de lave de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. Il n'y a alors aucun paradis sur Terre, tout n'est qu'un véritable enfer. Aucune lune n'est encore présente dans le ciel, mais bientôt, notre satellite va faire son entrée et elle sera fracassante. Dans un grincement de fin du monde, la Terre primitive rentre soudain en collision avec un objet de la taille de Mars. Sous la violence inouïe du choc, les deux astres fusionnent et une partie de la matière éjectée par l'impact va former un anneau de débris qui, en quelques dizaines d'années, s'agglomère pour donner la Lune, qui est alors une boule incandescente, 20 fois plus près de nous qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les puissants effets de marée qu'elle engendre soulèvent littéralement le sol en fusion. La surface de notre planète est alors le théâtre de marées de lave. La violence de l'impact a aussi accéléré la rotation de la Terre, si bien qu'ici défilent 4 couchers de soleil en 24 heures. 100 millions d'années se sont maintenant écoulées depuis le cataclysme. Le dégazage des océans magmatiques a fini par donner naissance à une atmosphère surchauffée et dense. Vu depuis l'espace, notre monde est désormais recouvert d'un voile sombre et opaque, provoqué par de grandes quantités de méthane, de dioxyde de carbone, d'hydroxyde de soufre et de vapeur d'eau. À la surface, sous les nuages, la croûte se soulève et craquelle au rythme des marées, toujours imposées par la Lune, qui boucle un tour autour de ce monde en moins de 3 jours. Bientôt, l'eau va pouvoir ici passer à l'état liquide, malgré une température atmosphérique de plus de 300 degrés. C'est la pression au sol qui avoisine les 200 bars qui, comme un couvercle sur une cocotte minute, permet à l'eau de tomber sous forme de pluie. Pendant des millions d'années, à peine le sol brûlant touché, l'eau retourne à l'état de vapeur. Jusqu'à ce que dans cet environnement de pluie torrentielle, sous un ciel pesant 200 fois plus lourd que le nôtre aujourd'hui, commencent à se former les tout premiers océans. Ils sont peu profonds et à la limite de l'ébullition. Et les jours sont presque des nuits, car la lumière d'un soleil jeune et donc moins puissant perce difficilement à travers les nuages. Et voilà, striant des cieux noirs, le bombardement tardif qui commence. Pendant 200 millions d'années, ce pilonnage intensif apporte avec lui de grandes quantités d'eau enchâssée dans les météorites. La surface toujours partiellement fondue est le théâtre d'éruptions permanentes. De gigantesques failles volcaniques balafrent de toutes parts la planète. C'est par ces fissures, qui crachent leur lave sur des milliers de kilomètres, que s'échappe le trop-plein de chaleur accumulée sous la croûte terrestre. À l'horizon, aucune chaîne de montagnes, aucun continent. Ici, seuls les volcans percent l'unique océan. Ce grand bombardement va marquer la Lune à jamais. Elle en garde encore aujourd'hui à sa surface les stigmates, sous la forme de gigantesques cratères d'impact. Sur Terre, tous ceux qui sont creusés vont, par l'érosion, le volcanisme et le mouvement des plaques qui renouvellent la croûte en surface, finir par être effacés. Nous sommes maintenant rentrés dans l'Archéen. La surface du globe, à l'exception des volcans, est désormais entièrement solide. L'atmosphère, encore survoltée, riche en produits chimiques organiques, en méthane et en ammoniac, donne probablement au paysage de cette époque une teinte orange pâle. L'enfer s'est calmé. La durée du jour est maintenant de 17 heures et la température oscille entre 40 et 85 degrés. Ici soufflent en permanence des vents d'une puissance considérable. Pendant des millions d'années, des tempêtes gigantesques, des cyclones des temps anciens, renforcés par la vitesse élevée de rotation de la Terre, se déchaînent et sillonnent sans interruption le globe. Les brumes épaisses, une atmosphère saturée à couper au couteau et les pluies continues ne laissent toujours passer que fort peu de lumière solaire. Et vue depuis l'espace, notre planète bleue ressemble à une mer de coton déchaînée. Sous les nuages se trouve un seul et unique océan, parsemé de gigantesques îlots volcaniques, des petits proto-continents qui se forment au niveau des points chauds.
La Lune s'est maintenant trop éloignée pour soulever véritablement le sol, qui est d'un noir basaltique. Mais elle reste tout de même si proche qu'elle peut, par endroits, engendrer des marées d'une amplitude de plus de 100 mètres. Cet océan du début de l'Archéen, fortement chargé en métaux dissous, prend des teintes rouges ou tirant vers le violacé, des couleurs qu'il gardera jusqu'à ce que, dans ce milieu hostile, on ne sait pas précisément où ni comment apparaissent les premières formes d'êtres vivants, qui à leur tour vont venir apporter leur coup de pinceau. On retrouve dans les formations géologiques datant de cette époque les traces de l'activité d'archées qui se nourrissent d'ions ferreux, d'où elles tirent leur énergie. Sur les rivages de ces océans primitifs se trouvent aussi d'étranges structures, des stromatolites, des dépôts de carbonate fossiles formés par l'activité et l'accumulation de tapis microbiens organisés en colonies, les cyanobactéries. En inventant la photosynthèse, en utilisant l'énergie du soleil, l'eau et le gaz carbonique de l'air pour former du sucre et du dioxygène, ces formes de vie en apparence insignifiantes vont, au fil du temps, se multiplier au point d'avoir une influence à l'échelle de la planète entière. En commençant par celle de l'océan, où pendant plus d'1 milliard d'années, l'oxygène se combine avec le fer dissous qui précipite doucement pour y former de grands dépôts de rouille. Il est probable que vous ayez actuellement chez vous des objets que l'activité de ces formes de vie primitives a contribué à former, car 90% du minerai de fer exploité dans le monde aujourd'hui provient de formations géologiques datant de cette époque. Océans et plages se mettent à prendre une teinte orangée, et quand tout le fer dissous se retrouve oxydé et déposé au fond des mers, alors les océans saturés en oxygène vont commencer à troquer cette étrange teinte pour le bleu que l'on connaît, laissant le soin à l'atmosphère de se charger à son tour en ce précieux gaz. L'activité du vivant a littéralement changé la face et les couleurs du monde. Parfois, l'évolution est une révolution, sans en avoir l'air. Et la grande oxydation commence. Au cours de cette période, les organismes capables de respirer vont peu à peu prendre le pas sur ceux pratiquant la fermentation. À la surface, les terres émergées rouillent littéralement. Les roches, riches en fer, qui prenaient jusque-là une teinte verdâtre, caractéristique d'un milieu réducteur, se voient progressivement bigarrées d'orange et de rouge. En attaquant les minéraux et en se liant à eux, l'oxygène contribue à faire exploser leur nombre et leur variété, qui, sous son action corrosive, passeront de 2500 à quelques 4500 différents. Des volcans s'allument et s'éteignent, des mers intérieures s'assèchent, d'autres s'ouvrent ou se ferment. 500 millions d'années se sont écoulées depuis la catastrophe de l'oxygène. Et après avoir été rouge, noire et orange, voici notre planète devenue entièrement blanche. C'est le début d'une période glaciaire du genre colossal, la glaciation huronienne, qui va rester en place 300 millions d'années. Il est possible que le responsable de ce super âge de glace soit l'oxygène produit par le vivant, qui, en réagissant avec le méthane présent dans l'atmosphère, aurait fait chuter les concentrations du puissant gaz à effet de serre, au point d'engendrer un emballement généralisé du couvert de glace. Si les traces de ce phénomène de terre boule de neige ont pu en partie être retrouvées, on ignore encore le phénomène qui permit d'en sortir. Peut-être les volcans. Faisons encore un bond dans le temps. Nous voici 600 millions d'années plus tard. La croûte terrestre commence à se fracturer, les premiers continents connus à se former. Ils s'appellent Valbara, puis Our et enfin Rodinia. Le premier supercontinent unique qui, année après année, centimètre par centimètre, se déchire et se scinde en deux, sous l'effet des mouvements de convection produits par la chaleur du cœur de notre planète. À la surface, toujours aucune trace de vie, qui n'est qu'unicellulaire et reste sous l'eau. Les taux d'oxygène dans l'air continuent lentement de grimper. Des chaînes de montagnes se forment, des fleuves découpent et dessinent les reliefs. Des sommets sont sablés par les vents, les calottes polaires oscillent au rythme des saisons et de la position des continents. Et les roches continuent de rouiller. 130 millions d'années se sont écoulées depuis que Rodinia s'est disloquée, quand le grand hiver fait son retour. Il s'appelle maintenant Cryogénia. Et en l'espace de quelques milliers d'années, les calottes polaires vont se propager jusqu'à recouvrir la quasi-totalité du monde, d'une couche de glace épaisse par endroits de plusieurs kilomètres. La température moyenne du globe a chuté jusqu'à -50 degrés. De nouveau, la planète est prise entre les griffes des glaces, qui laissent tout au plus à l'air libre une bande d'eau perçant difficilement au niveau de l'équateur. Cette seconde terre boule de neige va rester en place 85 millions d'années. On pense que c'est un regain d'activité volcanique, aidé par le mouvement des plaques tectoniques, qui, en enrichissant l'atmosphère en gaz à effet de serre, a sorti la Terre de ce bourbier enneigé. Pendant un temps, au-dessus du blanc, saturé de cendres, le ciel deviendra noir.
35 millions d'années plus tard, c'est la grande oxydation, le retour. Après avoir fait précipiter le fer des océans et oxyder la surface de tous les continents, la quantité d'oxygène présent dans l'air monte en flèche pour passer de 1 à près de 20%. Et nous voici maintenant au Cambrien. 86% de l'histoire de la Terre est déjà derrière nous. Dans le ciel, la Lune continue de s'éloigner, la rotation de la Terre de ralentir. Les jours durent désormais 20h30. Le volume des masses continentales s'est stabilisé. Et surtout, la position des terres commence à être mieux connue. Nous pouvons en faire des cartes et retracer leurs mouvements dans un jeu de puzzle géant. Désormais plus familiers, les cieux et les océans sont bleus. Pourtant, si vous pouviez vous téléporter ici, vous auriez la sensation d'être un extraterrestre sur votre propre planète, un autre monde. Le taux d'oxygène qui est redescendu à 12% rendrait la respiration difficile. Et surtout, à la surface, à perte de vue, aucune mousse, aucune plante, aucune trace de vie à l'air libre. Sur tous les continents, des déserts, de roches, de sable ou de glace, mais encore et toujours des déserts, qui se partagent sur des milliers et des milliers de kilomètres la totalité de la terre ferme. Seul le bruissement du vent et quelques rares averses occasionnelles viennent rompre ce silence minéral. Tout le vivant se cantonne toujours sous l'eau, où l'on retrouve maintenant des formes de vie pluricellulaires variées, des bactéries, des algues vertes et des animaux à coquilles ou à exosquelettes tels que Anomalocaris, le géant des mers de cette époque, qui ne dépasse guère les 30 cm. À marcher sur ces rivages, vous seriez littéralement la plus imposante créature de la planète tout entière. 60 millions d'années viennent encore de s'écouler. Nous voici rentrés dans l'Ordovicien. L'hémisphère nord, dépourvu de terre, est alors un gigantesque océan, et pour espérer poser le pied quelque part, il faut aller au sud, sur le supercontinent Gondwana, qui ceinture une mer intérieure peu profonde et très chaude. La température moyenne y est de 45 degrés. Les concentrations en dioxyde de carbone dans l'air sont alors 10 fois plus élevées qu'aujourd'hui. Et toujours aucune forme de vie sur la terre ferme. Pour espérer en voir enfin, il va nous falloir faire encore un saut de 35 millions d'années. Et voici quelques algues, les seules plantes multicellulaires de l'époque qui s'aventurent timidement sur les rivages. Les temps restent agités. La fréquence des météorites qui viennent occasionnellement percuter la Terre est 100 fois plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Dans les étendues peu profondes se développent d'immenses récifs coralliens, où dominent mollusques et arthropodes. On y retrouve également maintenant des poissons, les premiers vertébrés. La formation et la débâcle des grandes calottes de glace du pôle sud fait osciller le niveau des mers. Et bientôt, la venue d'un épisode glaciaire particulièrement marqué va faire baisser d'une centaine de mètres le niveau global de toutes les mers de la planète. La quasi-totalité des récifs coralliens vont disparaître. À l'échelle du globe, un tiers seulement des espèces survivra. 20 millions d'années plus tard, les calottes ont totalement fondu. Le niveau de l'océan universel, Pantalassa, est monté de près de 300 mètres. Sur la terre ferme, centimètre par centimètre, mousse et algues partent à la conquête du monde. De petites plantes s'aventurent maintenant le long des cours d'eau. On retrouve à proximité de petits crustacés qui seront bientôt les premiers animaux à marcher sur la terre ferme. That's one small step for a crustacean, one giant leap for life. Bientôt suivront les protoamphibiens. Bienvenue aux Dévoniens. Sur Terre, toujours à peu près rien. Pour que la vie n'affecte réellement les paysages à l'air libre, il va encore falloir patienter 40 millions d'années. Et voilà les plantes qui lentement, sûrement, ont fini par s'approprier les terres. Aucun grand herbivore ne les menace encore. Et par leur effet sur l'érosion et la sédimentation, elles modifient et façonnent maintenant le climat. Ici, tout est de plus en plus vert. Nous voilà atterris au Carbonifère. La vie a maintenant entièrement colonisé les terres et les plantes développé des systèmes racinaires. Ce qui va devenir un jour la France se retrouve plus ou moins au niveau de l'équateur. Elle prend la forme de littoraux sableux et d'une mer peu profonde. On peut aujourd'hui marcher sur les vestiges de ces mondes disparus. Ils se retrouvent sous nos pieds, jusqu'au sommet de certaines montagnes, où l'on retrouve parfois des coquillages. Il fut un temps où le Mont Blanc était une plage. La terre fourmille de vastes forêts marécageuses luxuriantes. L'air lourd, chaud et humide qui colle à la peau, et l'odeur forte du bois en putréfaction lente, mettraient nos sens à rude épreuve. Une quantité impressionnante de végétation morte gît au fond de l'eau saumâtre. Il n'existe alors aucun champignon, aucune bactérie ou larve d'insecte capable de s'en nourrir et de le décomposer.
et les taux d'oxygène dans l'air crèvent le plafond et peuvent atteindre 40%. Tout prend feu plus facilement. Et quand la foudre frappe, elle est très souvent suivie par un incendie de feu incontrôlable. Insectes et arthropodes ont profité de cet air gorgé en oxygène pour, à leur manière, se mettre à péter le feu. Certains d'entre eux peuvent atteindre des tailles prodigieuses. Il n'est pas rare de croiser des libellules d'1 mètre d'envergure, des scorpions de 75 cm ou des scolopendres de près de 3 mètres. Heureusement, pour nous aussi respirer et donc fuir serait plus facile. L'occasion de prendre ses jambes à son cou et de les y laisser 40 millions d'années. Pour aller assister à la naissance d'un supercontinent, la Pangée. Au niveau de l'équateur, Eurasie et Gondwana entrent progressivement en collision, créant à leur jonction, en quelques millions d'années, une chaîne de montagnes gigantesque, la chaîne hercynienne, qui court sur des milliers de kilomètres de long et coupe de ses sommets, rivalisant en taille avec les plus hautes cimes de l'Himalaya, le monde en deux. Bientôt, l'apparition d'une imposante calotte glaciaire va transformer le sud de cette chaîne en un petit désert sans fin. Dans les océans, la vie, elle, grouille et n'a que faire des affres de la surface. Elle va continuer ainsi à prospérer pendant 30 millions d'années. Lorsque commence, dans ce qui deviendra plus tard une partie de la Chine et de la Sibérie, des éruptions volcaniques d'une ampleur phénoménale. Des flots de lave continus percent la croûte terrestre au point de recouvrir en près de 500 000 ans d'activité ininterrompue une étendue d'une taille comparable à l'Europe, de 5 km d'épaisseur de lave. Ces immenses épanchements de basalte impactent la planète tout entière. À 15 000 km de là, les cendres en suspension dans l'air provoquent sûrement partout le soir des incendies de couleur à l'horizon. Le dioxyde de soufre, craché par les volcans, se dissout dans l'eau de pluie et le ciel pleure des gouttes d'acide sulfurique. Appauvris en oxygène, les milieux marins sont étouffés par les algues roses. La température moyenne de surface monte jusqu'à 40 degrés. L'eau des fleuves et des lacs s'évapore et la surface se désertifie presque entièrement. Lorsque la crise biologique la plus violente que la Terre ait connue se termine enfin, 70% des espèces vivantes sur le continent et 95% de celles des océans ont été rayées de la carte. Il faudra dans sa globalité plusieurs millions d'années à la vie pour s'en remettre. Et nous voici maintenant au Trias. L'ensemble des terres émergées de la Pangée commence à se disloquer, toujours entouré d'un unique océan mondial, Pantalassa. Les sommets de la chaîne hercynienne commencent à perdre de leur majesté. Les montagnes, doucement, se tassent et s'étalent. Rien n'est éternel à l'échelle des temps géologiques. L'érosion finira par avoir raison de ces cimes vieillissantes. Leurs vestiges rabotés et usés existent encore aujourd'hui. Ils s'appellent Massif central, Vosges, Appalaches ou chaîne de l'Oural. Et à l'intérieur des terres, au sud de cette chaîne, le climat est si chaud et sec que les forêts ont laissé place à de vastes régions désertiques, plus grandes que le Sahara. Les forêts tempérées et humides sont repoussées vers le cercle polaire. On a pu en retrouver des vestiges dans des régions comme l'Alaska ou le Groenland, ou à des latitudes situées à seulement 15 degrés du pôle sud. 20 millions d'années se sont encore écoulées. La Lune a continué de s'éloigner et la durée du jour est maintenant de 22 heures. Arbres, mousses et fougères poussent à perte de vue. Dans ces couverts végétaux, aucune herbe au sol, et à l'exception du vert, pas ou peu d'autres couleurs, car il n'existe encore aucune plante à fleurs. Des dizaines de millions d'années nous séparent encore de leur apparition. Mais les plantes viennent d'inventer quelque chose de fabuleux, quelque chose capable de patienter des années dans un sol hostile avant de se mettre à vivre, la graine. 50 millions d'années plus tard, le supercontinent Pangée est maintenant divisé en deux masses continentales, où le climat est passé de sec à humide. Les déserts arides du Trias ont été remplacés par des forêts tropicales luxuriantes. Bienvenue au Jurassique. Les paysages de ce qui deviendra un jour l'Europe de l'Ouest sont alors un immense chapelet d'îles, entouré par une mer peu profonde. Climat tropical humide et plages de sable blanc font de cet endroit un paysage de carte postale. Quant aux vastes forêts de conifères, elles sont arpentées par les plus gros animaux jamais vus sur Terre, les sauropodes. 50 millions de tours autour du Soleil plus tard, toute la planète transpire. Bienvenue au Crétacé supérieur. Les températures moyennes annuelles atteignent leur maximum, s'étendent jusqu'aux régions polaires, forêts denses, marais et palmiers. Au pôle Nord, il fait autour de 20 degrés. Un tiers des terres ont été submergées, et aux latitudes tropicales, la température de l'eau tourne autour de 36 degrés. Conifères, fougères et mousses s'entremêlent avec un nouveau venu, l'arbre à feuilles. Les sons de la nature nous seraient plus familiers. Bruissements et vrombissements des insectes accompagnent maintenant les battements d'ailes des oiseaux.
Ce foisonnement de vie luxuriante va encore durer 35 millions d'années, jusqu'à ce que soudainement, la fête s'arrête net. Et après avoir été rouge, noire, bleue, blanche et verte, notre planète se retrouve grise. Après qu'un astéroïde de 10 km de diamètre ait percuté la Terre à quelques 65 000 km à l'heure, laissant derrière lui un cratère de 180 km et le monde dévasté. Pendant un temps, les poussières éjectées dans l'atmosphère par la puissance de l'impact transforment, dans la plupart des régions du monde, le jour en nuit. Couplé à l'intense activité volcanique qui ravage au même moment ce qui deviendra l'Inde, ce cataclysme est responsable de l'extinction de 75% des espèces. Mais les poussières finiront par retomber. Les paysages continuaient à s'enchaîner, contemplés par d'autres espèces que la nôtre. Et durant ce voyage, nous aurions tout aussi bien pu nous arrêter ici ou là. Mais en guise d'ultime étape, histoire de finir sur une note plus salée, arrêtons-nous quelques secondes, il y a de cela 6 millions d'années. Pour contempler l'un des paysages les plus surréalistes que la Terre n'ait peut-être jamais porté. Un désert situé sous les mers et qui s'est formé sous l'effet du mouvement des plaques tectoniques suite à la fermeture du détroit de Gibraltar. Lors de cet événement baptisé crise de salinité messinienne, la mer Méditerranée, coupée de l'alimentation en eau de l'océan Atlantique, s'est progressivement évaporée en quelques milliers d'années, laissant en lieu et place de la mer désormais disparue un désert de sel profond peut-être par endroits de 2500 mètres. Dans cette cuvette asséchée, située sous le niveau des océans, le sel déposé a fini par créer un désert blanc et brûlant. Les ancêtres du Rhône et du Nil, tous les fleuves du pourtour de la Méditerranée, qui continuaient eux de couler, creusèrent à leur embouchure des canyons de plusieurs centaines de mètres de profondeur. Arrachant les roches à la croûte par la force de leur débit, ils se frayèrent un chemin jusqu'au fond de la mer asséchée pour y alimenter péniblement d'immenses lacs salés. On retrouve encore aujourd'hui les traces de leur force brute, marquées dans les relevés sismiques des couches géologiques. Ces paysages de désert de sel de la taille d'un petit continent pourraient donner l'impression de sortir tout droit d'une autre planète. Ils ont pourtant bien un jour existé sur ce monde. Ils y restèrent en place 630 000 ans avant que de violents séismes ne viennent réouvrir le détroit de Gibraltar et qu'un mur d'eau monstrueux provenant de l'Atlantique ne se déverse dans la cuvette démesurée, faisant grimper de 10 mètres par jour le niveau d'une mer Méditerranée renaissante. La quantité d'eau qui se ruait alors chaque seconde est estimée à 1000 fois le débit de l'Amazone. Lorsque le déluge fut enfin terminé, le niveau global de tous les océans de la planète avait baissé de près de 6 mètres. Rouge, grise, orange, bleu ou blanche, la surface de notre monde en a vu de toutes les couleurs. Et les pinceaux qui se cachent derrière ces paysages de passé lointain, les traces de cette histoire agitée sont encore bien présentes. Elles peuvent aujourd'hui être ramenées à la vie en étudiant la composition des fossiles et des roches. Ces endroits ont été, ici, là, sous nos pieds, des ailleurs hallucinants, simplement situés autre part dans le temps. Et même si aucun de ces paysages n'a jamais été vu par un être humain, nous avons pu leur donner des noms, les ancrer dans notre imagination. Et le passé est devenu dans nos têtes un grand nombre d'autres planètes. Pour garder la lumière à tous les étages, pensez à activer la cloche et ainsi pouvoir suivre toute la série. Et si vous aimez les contenus utiles ou futiles, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Twitter ou Facebook.